Fin 2022, Ibrahim Traoré a pris une décision radicale qui a défié toutes les attentes internationales, plongeant le Burkina Faso dans une aventure risquée. Alors que le pays faisait face à la sécheresse, à l'insécurité et à la pauvreté, Traoré a fait le choix audacieux de rediriger 1 milliard de tonnes d'eau de mer dans le désert pour répondre à la crise de l'eau. Les critiques et analystes étrangers ont immédiatement qualifié cette décision d'irréaliste et même dangereuse. Cependant, Traoré a persisté, agissant sur une conviction profonde que l'Afrique ne devait plus attendre des solutions imposées de l'extérieur. Le projet, qui semblait au départ être une folie, a commencé à changer le paysage du Sahel, offrant un nouvel espoir là où il semblait y en avoir peu. Mais que se passe-t-il quand un dirigeant comme Ibrahim Traoré prend un pari aussi audacieux malgré tous les scepticismes à rendre? Ce défi pourrait-il transformer l'avenir de son pays? Ibrahim Traoré a pris un risque considérable en décidant de lancer une initiative aussi audacieuse. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un pari sur l'eau. Ce projet visait à résoudre un problème qui avait échappé à toutes les solutions traditionnelles proposées par la communauté internationale. La crise de l'eau au Burkina Faso. En 2022, près de la moitié de la population du pays souffrait de l'accès à de l'eau potable, avec des sources d'eau insalubres devenant de plus en plus rares et contaminées. En outre, des décennies de solutions conventionnelles telles que les forages profonds ou les usines de dessalement s'étaient révélées coûteuses et dépendantes de l'aide étrangère. Traoré, cependant, croyait que le Burkina Faso pouvait surmonter ces défis, sans s'appuyer sur des mécanismes de financement étrangers ou des solutions imposées par les grandes puissances. En investissant dans la science locale, en impliquant des ingénieurs et des géologues nationaux, il a proposé une alternative. Utiliser l'eau de mer pour créer des bassins de filtration dans le désert en utilisant les ressources naturelles disponibles. Ce projet radical a non seulement mis en jeu l'avenir de son pays, mais aussi la légitimité de sa propre gouvernance. Les enjeux étaient immenses. Réussir signifierait redéfinir la souveraineté du pays, mais un échec aurait des conséquences dramatiques pour le peuple et l'administration. En décembre 2022, alors que les nations se débattaient autour des objectifs climatiques mondiaux, Ibrahim Traoré a décidé de défier les attentes et de prendre une décision qui a stupéfié même ses conseillers les plus proches. Le Burkina Faso, un pays enclavé, souffrait d'une grave sécheresse, de l'insécurité alimentaire et d'une crise de l'eau sans précédent. À cette époque, plus de 11 millions de Burkinabés, soit près de la moitié de la population, dépendaient d'eau insalubre pendant la saison sèche. Dans les zones rurales, les femmes et les enfants parcouraient chaque jour entre 6 et 8 km pour atteindre des puits contaminés par le sel et les bactéries. Cela faisait des années que la communauté internationale proposait des solutions telles que des forages plus profonds, des usines de dessalement ou des transports d'eau d'urgence, mais chacune de ces solutions était accompagnée de conditions étrangères et de dépendance énergétique. C'est là que le président Traoré a choisi d'emprunter une voie radicalement différente. Plutôt que de s'engager dans des projets à la fois coûteux et dépendants de l'aide internationale, il a pris la décision audacieuse de rediriger près d'1 milliard de tonnes d'eau de mer vers des terres désertiques du pays. L'idée était de créer un système de filtration naturelle, en utilisant des bassins remplis d'eau de mer et conçus avec du sable et des couches de latérite pour évaporer et filtrer l'eau grâce à des processus naturels. Ce projet, baptisé l'expérience du milliard de tonnes, a suscité à la fois la curiosité et le scepticisme dans le monde entier. Pour les analystes étrangers, cela semblait irréaliste, voire dangereux, mais pour les Burkinabés, cela représentait une nouvelle chance, une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Malgré les critiques, Traoré a persisté, refusant de se soumettre à l'attente d'un consensus international. Ce projet audacieux marquait un tournant dans la gestion des ressources en Afrique, où la dépendance à l'aide extérieure avait toujours été la norme. Pour lui, la question n'était plus de savoir si c'était sûr, mais bien quelle autre alternative nous reste-t-il ? Le début de l'expérience a été accueilli avec scepticisme, mais les premiers résultats ont commencé à faire éclipser les doutes. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, est rapidement devenu le centre de l'attention mondiale avec sa décision audacieuse de rediriger 1 milliard de tonnes d'eau de mer vers le désert.
Bien que la mesure ait été perçue comme irréaliste par certains analystes, Traoré a toujours agi sur la conviction que l'Afrique, et en particulier son pays, ne pouvait plus attendre l'aide extérieure. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le Burkina Faso était déjà au bord du gouffre, confronté à une crise de l'eau qui mettait en péril la vie de millions de personnes. Dans les zones rurales, les familles marchaient chaque jour sur de longues distances pour puiser de l'eau insalubre. Le climat, l'insécurité et la pauvreté s'ajoutaient à un tableau déjà sombre. Pourtant, Traoré n'a pas vu la situation comme un obstacle insurmontable, mais comme une occasion de changer le destin de son pays. Le projet, qui a commencé par l'incrédulité, a vite suscité l'intérêt des communautés locales. L'idée de Traoré n'était pas seulement de fournir de l'eau, mais de réinventer la manière dont le pays pensait sa souveraineté et sa capacité à résoudre ses propres problèmes. Les critiques se sont rapidement faites entendre, mais au sein même du Burkina Faso, un sentiment de fatigue par rapport aux solutions externes a permis à l'initiative de prendre racine. Le projet a non seulement représenté un défi technologique et scientifique, mais aussi un test de leadership. Traoré ne voulait pas seulement offrir une solution au problème immédiat de l'eau, mais transformer l'image de son pays sur la scène mondiale. L'impact immédiat a été faible, mais les premières étapes de l'expérience ont amorcé un changement de mentalité. En 2023, alors que l'eau commençait lentement à être filtrée et à diminuer en salinité, les signes d'un changement étaient visibles. La population, qui avait longtemps été dépendante de l'aide extérieure, voyait maintenant une nouvelle forme de résilience émergeant sous ses pieds. Le projet d'Ibrahim Traoré a commencé de manière discrète, mais la pression internationale n'a pas tardé à se manifester. En 2023, les premiers convoyeurs d'eau sont arrivés dans le désert, et le monde a observé avec scepticisme, voire méfiance. Les médias internationaux se sont empressés de qualifier l'expérience de pari insensé, tandis que de nombreux analystes ont averti des risques écologiques énormes. Pourtant, Traoré ne s'est pas laissé intimider par les critiques. Il savait que les enjeux dépassaient de loin la simple question d'apporter de l'eau. Il s'agissait de réaffirmer la souveraineté nationale de son pays et de prouver qu'une nation africaine pouvait trouver ses propres solutions aux défis globaux sans se soumettre aux diktats de l'aide extérieure. Les premiers mois ont été marqués par des échecs partiels, confirmant les craintes des sceptiques. En milieu d'année 2023, les imageries satellitaires ont montré des niveaux d'eau qui fluctuaient de manière imprévisible, et la salinité de l'eau n'avait diminué que de manière marginale, entre 3 et 5% dans les zones testées. Les critiques étaient bruyantes, et certains partenaires internationaux ont choisi de se retirer, refroidis par ce qu'ils considéraient comme un échec imminent. Mais à l'intérieur du pays, les choses étaient indifférentes. Les Burkinabés étaient prêts à faire face à l'incertitude, en partie parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Le scepticisme était toujours là, mais il était aussi accompagné d'un sentiment d'épuisement face à des solutions qui ne venaient jamais. Ce projet, aussi risqué qu'il soit, semblait être la seule option réaliste. Fin 2023, après de nombreuses adaptations techniques et des ajustements de conception, l'expérience a commencé à montrer des signes positifs. Les ingénieurs ont introduit une deuxième couche biologique dans les bassins, avec des cultures tolérantes au sel. Ces ajustements ont permis de ralentir les débits d'eau de 22%, ce qui a donné plus de temps à l'eau pour se décanter et réduire sa salinité. Ce changement discret n'a pas été annoncé en grande pompe. Il n'y a pas eu de discours politique ni de campagne médiatique. Mais dans les coulisses, le projet avait commencé à s'améliorer lentement mais sûrement. Au début de 2024, les résultats sont devenus plus clairs. Les rapports mensuels ont révélé une diminution plus rapide de la salinité, atteignant jusqu'à 38% en novembre. Plus frappant encore, des signes de vie ont commencé à apparaître dans les bassins. Des plantes halophytes ont commencé à pousser le long des bords et des insectes et oiseaux migrateurs ont fait leur apparition. Les tests microbiens ont révélé un écosystème stable sous la surface des bassins. Avec une densité microbienne élevée, ces résultats ont été confirmés par des laboratoires externes et pour la première fois, les scientifiques ont reconnu que le projet avait dépassé les attentes initiales. Pour la première fois depuis le lancement du projet, le scepticisme a commencé à se transformer en curiosité. Les journalistes étrangers, qui avaient précédemment qualifié le projet de catastrophe,
on commençait à poser des questions sur les données et les résultats. Les gouvernements étrangers, tout en restant prudents, ont entamé des discussions sur les implications de ce projet pour l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau dans les pays en développement. En parallèle, à l'intérieur du Burkina Faso, les communautés locales ont commencé à observer les effets positifs du projet. Les femmes n'étaient plus obligées de marcher des kilomètres pour chercher de l'eau, et les agriculteurs ont commencé à tester des cultures sur des terres autrefois abandonnées. Bien que les rendements agricoles soient modestes au début, les signes d'amélioration étaient là. Les cliniques locales ont enregistré une réduction des maladies d'origine hydrique, bien que ces résultats n'aient pas encore été conclusifs. Cependant, les changements étaient visibles et mesurables, et cela suffisait pour maintenir la pression sur le gouvernement et l'administration Traoré. Au cours de l'année 2024, les résultats quantitatifs de l'expérience ont commencé à prouver que le projet d'Ibrahim Traoré, malgré ses débuts incertains, apportait des améliorations notables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En janvier 2024, la salinité de l'eau dans les bassins avait diminué de 12%, un chiffre qui a rapidement augmenté pour atteindre près de 38% en novembre de la même année. Ces données ont été confirmées par des tests effectués par des laboratoires internationaux qui ont observé une amélioration continue de la qualité de l'eau, bien que celle-ci ne soit toujours pas potable pour la consommation directe. Cependant, ces résultats ont déjà permis de commencer à irriguer les terres agricoles et de fournir de l'eau pour l'assainissement, ce qui a un impact immédiat sur les communautés rurales. Les tests microbiens réalisés sur les bassins ont également montré une densité de micro-organismes accrue, ce qui indique une meilleure filtration naturelle de l'eau. Ce phénomène a été particulièrement important car il prouvait que l'écosystème mis en place fonctionnait de manière stable, ce qui n'avait pas été initialement anticipé. Par ailleurs, des analyses ont montré que les plantes halophytes, qui avaient été introduites pour aider à purifier l'eau, prospéraient et contribuait à un écosystème de filtration encore plus efficace. Cela a donné une légitimité scientifique au projet, ce qui a permis de rassurer une partie des sceptiques, tout en ouvrant la voie à de nouvelles discussions sur la reproduction de ce modèle dans d'autres régions souffrant de pénurie d'eau. Les résultats les plus impressionnants ont été observés dans le domaine de la santé publique. Des données recueillies dans 3 districts ont révélé une réduction de 11% des maladies d'origine hydrique en l'espace de 6 mois. Les cliniques locales ont signalé moins de cas de diarrhée aiguë et d'infections liées à l'eau insalubre. Bien que ces résultats ne soient pas suffisants pour affirmer que le projet a totalement résolu le problème de l'eau, ils sont néanmoins un premier pas important vers une amélioration de la situation sanitaire dans les zones rurales. Cette diminution des maladies a également entraîné une réduction du nombre de jours de travail perdus, ce qui a eu des répercussions positives sur l'économie locale. En termes d'agriculture, les rendements des cultures ont commencé à montrer des signes d'amélioration. Bien que les résultats n'aient pas été spectaculaires, les premières données ont révélé une augmentation de 18 à 21% des revenus des agriculteurs participant au programme pilote d'irrigation. Les terres autrefois abandonnées ont commencé à produire des récoltes de sorgho et de mil, des cultures adaptées aux conditions locales. Les agriculteurs ont ainsi pu diversifier leur production, réduisant ainsi leur dépendance à des monocultures vulnérables aux conditions climatiques extrêmes. Ces résultats ont été salués par les responsables locaux et les communautés, mais ils ont aussi entraîné de nouvelles questions. Les sceptiques, bien qu'ayant reconnu les progrès réalisés, ont demandé des garanties sur la durabilité du projet. Le manque de données à long terme a continué d'alimenter les inquiétudes concernant la salinisation des sols et les risques écologiques à long terme. Malgré cela, le gouvernement de Traoré a continué de promouvoir l'ouverture des données et la transparence des résultats, un signe de la volonté d'assurer la pérennité du projet. Les résultats, bien que partiels, ont permis de renforcer la confiance des citoyens dans le leadership de Traoré, qui se positionnait non seulement comme un dirigeant politique, mais comme un visionnaire capable d'apporter des solutions aux problèmes les plus graves du pays. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité des débats passionnés, non seulement au Burkina Faso, mais à l'échelle internationale.
D'un côté, les défenseurs de cette initiative affirmaient que le Burkina Faso avait pris une décision courageuse et novatrice, en choisissant de se libérer de la dépendance à l'aide extérieure. Pour eux, l'expérience de l'eau était bien plus qu'un simple projet écologique. Elle représentait un modèle de souveraineté et de résilience pour les nations africaines. En s'appuyant sur ses propres ressources et en faisant confiance à ses scientifiques locaux, le pays avait la possibilité de redéfinir les termes de son développement. Le projet permettrait de prouver que l'Afrique pouvait gérer ses défis sans attendre des solutions imposées par des acteurs externes. En outre, la création d'un écosystème durable et l'amélioration de la qualité de l'eau, même partielle, offraient des preuves tangibles que l'innovation locale pouvait fonctionner, même dans des contextes difficiles. De l'autre côté, les sceptiques ont mis en avant les risques écologiques majeurs et les conséquences potentielles d'un échec. L'idée de rediriger 1 milliard de tonnes d'eau de mer dans des bassins dans le désert semblait irréaliste, et certains experts ont averti que cela pourrait entraîner des effets dévastateurs sur les sols et l'écosystème local. L'augmentation de la salinité des sols et la perte de biodiversité étaient des préoccupations centrales. Pour beaucoup, les premiers résultats, qui montraient une baisse marginale de la salinité, n'étaient pas suffisants pour valider l'ensemble du projet. Les données à court terme ne permettaient pas de conclure à un succès durable. Les critiques ont aussi souligné le coût du projet, en comparaison avec les solutions traditionnelles comme les usines de dessalement. La question de savoir si le Burkina Faso avait les moyens de poursuivre un projet aussi ambitieux, à long terme, est restée en suspens. Cependant, la position des sceptiques est de plus en plus remise en question par les progrès visibles. Le projet, malgré ses débuts chaotiques, semble avoir trouvé sa voie vers une solution durable, avec des données de plus en plus convaincantes. Les critiques n'ont pas tenu compte du fait que l'échec de ce projet aurait permis au pays de se retrouver dans la même situation qu'auparavant, dépendant des solutions coûteuses et extérieures. Au contraire, l'initiative de Traoré a permis au Burkina Faso de tester un nouveau modèle de gestion des ressources naturelles. Un modèle qui, même imparfait, a déjà commencé à transformer le pays. Les critiques, bien que validant certains risques, ont dû reconnaître que ce projet audacieux pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Le projet d'Ibrahim Traoré a franchi un tournant crucial en 2024, alors que les résultats commençaient à dépasser les attentes initiales. Ce qui avait commencé comme un pari incertain, lancé dans un désert de scepticisme, a pris une direction plus prometteuse. Le premier grand succès est survenu lorsque la salinité des bassins a diminué de manière significative, atteignant 38% à la fin de l'année. Ce chiffre n'était pas seulement un indicateur de succès pour les scientifiques locaux, mais il représentait également une victoire symbolique pour le pays, un signe que les Burkinabés pouvaient innover et surmonter les défis de manière autonome. Mais le plus impressionnant était l'émergence de la vie dans les bassins. Des plantes halophytes ont commencé à pousser, et des insectes et oiseaux migrateurs ont fait leur apparition. Ce changement biologique n'était pas seulement une victoire environnementale, mais un signe tangible que la solution proposée par Traoré fonctionnait. Pour la première fois depuis le lancement du projet, la communauté internationale a commencé à regarder avec une curiosité nouvelle. Les gros titres qui qualifiaient auparavant l'expérience d'échec imminent ont commencé à parler de réalisations concrètes. Les sceptiques ont dû admettre qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu ici, bien que la route reste semée d'embûches. Les résultats concrets de l'expérience de Traoré ont commencé à se manifester à un rythme plus rapide au début de 2025. La réduction de la salinité et l'émergence d'un écosystème stable ont transformé le projet en une solution fonctionnelle pour les communautés locales. Les effets ont été particulièrement visibles dans les zones rurales où l'eau filtrée, bien qu'encore impropre à la consommation directe, a été utilisée pour l'irrigation. Cela a permis aux agriculteurs de redonner vie à des terres autrefois stériles, augmentant leurs rendements agricoles. Les terres qui étaient autrefois abandonnées ont commencé à produire des cultures de sorgho et de mil. Et bien que les rendements n'aient pas été spectaculaires, les premières données ont montré une augmentation de 18 à 21% des revenus des agriculteurs participants. Cela a eu des répercussions profondes sur la sécurité alimentaire dans ces régions. La santé publique a également montré des signes d'amélioration. Les données recueillies dans les 3 districts pilotes
ont montré une réduction de 11% des maladies d'origine hydrique, une avancée significative par rapport aux années précédentes. Les maladies liées à l'eau étaient l'une des causes principales des décès dans les zones rurales, et leur diminution a eu un impact direct sur la qualité de vie des populations. Les femmes et les enfants qui passaient des heures chaque jour à chercher de l'eau ont vu leur quotidien transformé. Le temps gagné grâce à un meilleur accès à l'eau a été réorienté vers l'éducation et les activités économiques. Les améliorations économiques et sanitaires ont renforcé la légitimité du projet aux yeux des Burkinabés. Le gouvernement, qui avait initialement fait face à des critiques acerbes, a vu sa position se renforcer. Cependant, les défis demeuraient. La salinisation des sols à long terme, bien que partiellement réduite, restait une préoccupation, et certains experts environnementaux mettaient en garde contre les risques futurs. De plus, l'accès à l'eau potable pure restait un objectif lointain, et les critiques ont continué de soulever des questions sur la durabilité à long terme de l'expérience. Le projet a néanmoins fait un grand bond en avant en montrant que des solutions locales pouvaient apporter des changements réels. L'impact social et économique immédiat de l'initiative a redéfini la manière dont les Burkinabés et la communauté internationale percevaient l'Afrique. L'initiative de Traoré avait commencé à donner des résultats tangibles et elle commençait à servir de modèle pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Alors que l'expérience de Traoré franchissait une étape décisive, il devenait évident que le projet nécessitait encore un suivi rigoureux pour garantir son succès à long terme. 3 scénarios se dessinaient pour les mois à venir, chacun portant ses propres défis et opportunités. On peut d'abord envisager une trajectoire de continuité avec une amélioration progressive. Le scénario le plus probable était celui d'une amélioration continue mais progressive. La salinité des bassins continuerait de diminuer à un rythme constant et la biodiversité croissante dans les bassins offrirait une solution durable pour la filtration de l'eau. Les récoltes agricoles commenceraient à augmenter lentement, bien que les rendements ne soient toujours pas optimaux. La réduction des maladies d'origine hydrique serait un point clé, mais il faudrait encore des années pour que l'eau soit totalement potable. L'objectif principal serait de sécuriser les données et de montrer à la communauté internationale que le projet peut perdurer, tout en continuant à apporter des bénéfices économiques et sanitaires à la population. On peut aussi imaginer une trajectoire plus favorable, où les progrès s'accélèrent et où l'initiative s'étend. Dans le meilleur des cas, l'expérience pourrait connaître une accélération inattendue de ses résultats. Les avancées technologiques et les améliorations de la filtration naturelle pourraient réduire encore plus rapidement la salinité de l'eau, et les plantes halophytes pourraient créer un écosystème encore plus stable. Ce scénario verrait une expansion rapide des zones irriguées et une augmentation considérable des rendements agricoles. La santé publique connaîtrait des améliorations encore plus marquées et l'accès à l'eau potable pourrait devenir une réalité pour certaines régions. Si ces résultats étaient obtenus, le projet serait perçu comme un modèle non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres pays en développement confrontés à des défis similaires. Et il faut enfin garder en tête une trajectoire plus difficile, marquée par des retards et des incertitudes persistantes. Cependant, le scénario pessimiste restait un risque. Si la salinité des bassins ne diminuait pas de manière significative, ou si les méthodes de filtration ne donnaient pas les résultats escomptés, le projet risquait de stagner. Les risques écologiques, tels que la salinisation des sols à long terme, pourraient se réaliser, compromettant ainsi les terres agricoles. Les récoltes resteraient faibles et l'impact sur la santé publique pourrait être limité. De plus, les pressions politiques et économiques internes pourrait compliquer la mise en œuvre du projet à grande échelle. Dans ce cas, le gouvernement de Traoré pourrait être contraint de réévaluer l'initiative et de rechercher de nouvelles solutions, tout en maintenant la pression sur les donateurs et partenaires internationaux. Le futur de l'expérience serait donc conditionné par la capacité du gouvernement à s'adapter aux défis qui se présenteraient, tout en assurant la durabilité du projet. Cependant, même dans le scénario le plus difficile, l'initiative de Traoré pourrait déjà être considéré comme un tournant majeur pour le Burkina Faso et pour l'Afrique en général. Alors que le projet d'Ibrahim Traoré continue de se déployer, il devient de plus en plus évident que l'impact ne se limite pas seulement au Burkina Faso.
Les communautés voisines, qui observaient le projet avec scepticisme, ont commencé à voir les premiers bénéfices tangibles. Des femmes marchant moins longtemps pour chercher de l'eau, des enfants ayant plus de temps pour aller à l'école et des agriculteurs qui renouent avec des terres jadis considérées comme stériles. Ces changements ont permis à la population de se projeter dans un avenir plus optimiste, un avenir où les solutions locales prenaient le pas sur les solutions externes. Mais les impacts ne se limitent pas à l'amélioration du quotidien. Ils vont aussi au-delà des frontières du pays. Ce projet représente une nouvelle forme de gouvernance, une forme où l'innovation et la résilience locale priment sur la dépendance à l'aide extérieure. Pour les groupes de la diaspora, le projet de Traoré est devenu un symbole de l'autonomie et de la possibilité de réinventer l'avenir de l'Afrique. Les jeunes fonctionnaires, ingénieurs et entrepreneurs, souvent tentés par l'émigration, voient dans ce projet une raison de rester et de participer activement à la transformation de leur pays. La question se pose alors: qu'est-ce qui se passe quand un pays, autrefois considéré comme dépendant, décide de prendre son destin en main et d'expérimenter des solutions audacieuses? Ce projet a montré qu'une nation ne doit pas attendre l'approbation internationale pour agir. Et il a redéfini ce que signifie être un citoyen engagé dans le développement de son pays. L'effet boule de neige se fait déjà sentir, avec des discussions croissantes sur la manière dont d'autres pays africains pourraient adapter ce modèle à leur propre contexte. La question qui se pose à l'échelle continentale est désormais la suivante: si un petit pays comme le Burkina Faso peut défier les attentes et entreprendre un projet de cette envergure, pourquoi d'autres pays ne pourraient-ils pas faire de même? Le succès de l'expérience d'Ibrahim Traoré n'a pas été immédiat, mais il a ouvert la voie à des solutions durables pour résoudre la crise de l'eau au Burkina Faso et potentiellement dans d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Le chemin vers une solution pérenne passe par plusieurs étapes clés qui permettront de maximiser l'impact de l'initiative tout en assurant sa viabilité à long terme. D'abord, il faudra continuer les ajustements techniques. Le gouvernement burkinabé devra poursuivre les améliorations de la conception des bassins pour maximiser l'efficacité de la filtration de l'eau. Cela pourrait inclure l'extension des zones de filtration, l'introduction de nouvelles technologies biologiques et l'amélioration de l'infrastructure existante. La collaboration avec des scientifiques et des ingénieurs locaux reste essentielle pour optimiser les résultats. Ensuite, il faudra renforcer l'engagement des communautés locales. Les communautés qui bénéficient directement du projet doivent être impliquées dans sa gestion. Des programmes de formation et de sensibilisation doivent être mis en place pour aider les populations locales à gérer et à maintenir les installations, garantissant ainsi la pérennité de l'initiative. L'inclusion des femmes et des jeunes dans ce processus sera cruciale pour maximiser l'impact à long terme. Puis, il faudra développer un modèle de financement durable. Le financement de l'expérience doit être pérennisé, avec une transition progressive vers des mécanismes locaux. Le gouvernement devrait chercher à diversifier les sources de financement, notamment par des partenariats avec des organisations internationales et des investissements privés, tout en veillant à ne pas retomber dans la dépendance à l'aide extérieure. Enfin, il faudra envisager l'extension et l'adaptation à d'autres régions. Si le modèle s'avère durable, il pourrait être étendu à d'autres régions du Burkina Faso et au-delà. Une fois le projet stabilisé, les autorités burkinabées devraient envisager de créer des partenariats régionaux pour adapter cette approche dans d'autres pays africains confrontés à des crises similaires de l'eau. Ces étapes permettront de transformer l'expérience de Traoré en une solution réplicable, offrant ainsi un modèle pour d'autres pays en développement qui cherchent à résoudre leurs problèmes d'eau de manière autonome. L'histoire de l'expérience du milliard de tonnes ne se limite pas à des chiffres et des données. C'est avant tout un récit de courage, de défi et de conviction. Ibrahim Traoré a pris un pari sur l'avenir de son pays, un pari que beaucoup considéraient comme irréaliste. Pourtant, à chaque étape de ce voyage, il a rappelé que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à innover et à se relever face à l'adversité. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une nation dépendante des aides extérieures, a démontré qu'il pouvait
non seulement prendre son destin en main, mais aussi influencer positivement l'avenir de toute une région. Le projet a redéfini la notion de souveraineté. Traoré n'a pas seulement agi pour résoudre une crise de l'eau, mais il a donné au Burkina Faso l'opportunité de démontrer qu'il pouvait créer des solutions adaptées à ces réalités. Le pays n'est plus défini uniquement par ses défis, mais par sa capacité à innover et à se transformer. Cette expérience a rappelé que parfois, le plus grand risque est de ne pas prendre de risque du tout. À la fin 2025, lorsque les résultats de l'expérience seront pleinement visibles, ce projet pourrait bien être l'un des exemples les plus inspirants de leadership audacieux au sein de l'Afrique. Pour Traoré, le véritable succès n'est pas seulement dans les chiffres, mais dans la transformation en profondeur de la relation entre un peuple et son gouvernement. L'histoire de l'expérience d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso est un appel à la réflexion pour nous tous. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas dans le monde, mais le véritable changement vient de ceux qui choisissent de faire face aux défis et de créer des solutions innovantes. Le courage de Traoré de prendre un risque pour son pays n'a pas seulement changé le destin de son peuple, mais a aussi redéfini la manière dont nous devrions envisager l'avenir des nations en développement. Si cette histoire vous inspire, partagez-la et rejoignez la conversation sur ce qui se passe quand la volonté et la créativité prennent le pas sur la dépendance. Comment pouvons-nous, à notre échelle, faire preuve de la même audace pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés ? Quels autres domaines pouvons-nous réinventer pour créer un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures ? C'est à vous de réfléchir. Lorsque les limites du possible sont redéfinies, que pouvez-vous faire pour contribuer à ce changement ?